On est de retour. Là, pour faire le retour, ce qu'on va faire, je vais vous partager un petit peu mes réponses sur chacune des questions. Mais en même temps, il peut y avoir beaucoup de réponses possibles. Donc, qu'est-ce que je vous dis? C'est pas uniquement les seules réponses qu'on pourrait avoir. Donc, le but, c'est juste d'avoir une petite, de vous partager un petit peu qu'est-ce que moi je pourrais avoir trouvé comme réponse. Donc, on voyait la première situation, M. Thomas veut apporter son ordinateur, il manque souvent d'espace. Pourtant, il efface des photos, mais il ne réussit jamais à récupérer assez d'espace. Windows lui mentionne toujours que son disque est plein. Selon vos connaissances, quel logiciel pourrait être utile afin de trouver en fait, trouver pourquoi que son disque est toujours plein. En fait, il faut savoir que c'est pas parce que quand on arrive et qu'on efface un fichier, première chose, il reste dans la corbeille. Donc, s'il reste dans la corbeille, il prend toujours de la place. Donc, officiellement, notre disque dur ne sera pas plein. Par contre, quand on voit ça, c'est qu'avec le temps, vous pouvez faire le test sur votre ordinateur. Peut-être ici un petit peu moins, vu que les ordinateurs sont quand même formatés assez souvent, mais votre ordinateur à la maison. Si vous allez dans le fichier, dans le fond, dans l'explorateur de Windows, dans les Windows 10, 11, donc tout ce qu'on télécharge, donc vous installez un programme, vous installez une nouvelle version de vos pilotes de cartes vidéo, ils vont aller se télécharger et le fichier va toujours rester dans le répertoire téléchargement. Donc, télécharger un petit logiciel de 10 MB, ça prend jamais beaucoup de place. Mais il y a certains logiciels qui vont être un peu plus lourds. Si on parle, mettons, des pilotes de cartes vidéo, on va parler peut-être aux alentours de 500 MB présentement. Donc, si vous vous mettez à jour fréquemment vos pilotes de cartes vidéo, comme qu'il se doit, un 500 MB plus un 500, ça s'additionne. Puis au bout de quelques années, là, on parle que la majorité des gens ne formateront même pas un ordinateur, donc ça se peut que depuis qu'ils l'ont, qu'ils le gardent. Ce répertoire-là peut représenter souvent, écoute, j'ai souvent vu des 100 quelques gigs de fichiers, donc on en retrouve tout ce qui a été téléchargé dans les dernières années. Ça n'a aucune utilité. Là. Je dois garder une petite historique de téléchargement. Euh, écoute, il n'y a pas de problème. Là. Je pourrais vous dire que des fois, c'est des logiciels qu'on peut aller rechercher, mais dans la plupart des cas, c'est quelque chose qu'on peut complètement sauter. Donc, ça en est un endroit à aller voir. Il va avoir tout le fichier des cookies, c'est le même principe. Donc, tous des petits fichiers que l'ordinateur va garder à chaque site web qu'on va aller voir, mais qu'ils s'additionnent et c'est vraiment le temps qui fait les choses. Donc ça, on peut le faire tout manuel. Il y a des outils même dans Windows pour être capable euh, d'aller valider, vraiment faire de la place. Mais il y a des petits outils qu'on peut télécharger comme CC Cleaner, donc CCleaner, qui va faire en sorte qu'il va aller vraiment spotter ces endroits-là, puis qui va le faire à votre place finalement. Donc, il n'y aura pas de problème là-dessus. Euh, Faire attention, là, oui, c'est juste ici qu'est-ce qu'on considère comme des données clients. Quand vous faites du ménage d'un ordinateur, donc CCleaner n'ira pas toucher à ça, là, mais faire attention pour des données, je peux dire, sensibles pour le client. Donc souvent, ces données-là vont se retrouver généralement à deux endroits. Ils vont se retrouver soit sur le bureau, donc faire attention sur le bureau à quoi qu'on jette. Donc il faut vraiment s'assurer de qu'est-ce qu'on fait. Et sinon, souvent, c'est dans tout ce qui va être en même place que le répertoire téléchargement, là, ce qui va être en photo, musique, documents, vidéo. Donc, normalement, les gens vont aller mettre ça là. C'est quoi notre responsabilité en même temps quand on regarde les données clients et on dit qu'est-ce que je dois supprimer et qu'est-ce que je dois fouiller. En fait, quand vous allez l'arborescence, un petit peu de Windows dans la tête, là, comme je vous dis, bureau, pour moi, c'est données clients faciles à identifier et tout ce qui va être dans les répertoires que je vous ai dit photos, vidéos et tout ça qui va être des raccourcis finalement. Un autre endroit que on pourrait regarder facilement, c'est à la racine du disque dur. Donc, racine du disque dur ou des disques durs s'il y en a. Donc, C deux points. Puis là, quelqu'un pourrait mettre un répertoire qui s'appelle Mathieu. Donc, c'est quand même assez flagrant de voir ces données-là qui pourraient être des données utilisateurs. Donc, si on voit ça, on sait que c'est des données qu'il faut garder.
Mais en même temps, il faut regarder, je pourrais dire être vigilant, mais en même temps, moi, euh, je pourrais pas tenir responsable un technicien qui a effacé des données sans le vouloir, mais qui est très profond dans l'arborescence. Ce qui veut dire C, deux points, programme file, Adobe. Et bien là, à m'amener, il y a des choses que c'est la responsabilité aussi du client. Mais je t'ai donné un petit peu où que facilement on pourrait trouver. Deuxième mise en situation, on voyait Mme Brochu veut pouvoir écrire des documents et faire quelques feuilles de calcul, mais à l'occasion seulement. C'est bien important, à l'occasion. Elle ne veut pas payer pour un logiciel, alors laquelle suggériez-vous euh, avant que vous touchiez à son ordinateur, elle voudrait une sauvegarde complète de ses données. Donc, deux questions. Finalement, on va répondre. Une feuille de calcul, en fait, c'est quoi? C'est un tableur qu'on va appeler ça. Un tableur dans Microsoft, c'est Excel. Mais par contre, Excel, il y a des versions, je pourrais dire qu'on peut aller online, là, qui va être gratuite même avec Microsoft. Mais pour la majorité, il va être payant. Par contre, tous ces logiciels-là, ils ont des versions, je pourrais dire, libres d'impôt. Ce qui va être LibreOffice. Là, on va appeler OpenOffice, LibreOffice. Donc, c'est des logiciels qui vont être vraiment ouverts, qui sont complètement gratuits et qu'on va être capable avec ça, pour quelqu'un qui l'utilise que très peu fréquemment, de faire tous leurs besoins. Puis là, je dis quand même là, qui sont quand même qui ne l'utilisent pas beaucoup là, parce que vous allez le voir, ils sont un petit peu moins conviviales, mais qui fonctionnent quand même bien. Et là, elle voudrait une sauvegarde complète. Puis là, il y a deux choses qu'il faut comprendre, c'est que dans l'industrie, on va avoir des sauvegardes, puis on va avoir des clones. On va cloner un disque dur, on va faire une sauvegarde. Et la distinction entre les deux, là, c'est que si vous avez un ordinateur que vous faites une sauvegarde, mais essentiellement, ça va prendre tous les fichiers qui sont, moi je vais appeler ça à la couche visible. On va appeler ça comme ça. Donc, on va être capable de tout transférer ces fichiers-là pour être capable de les sauver. Par contre, même si on fait une copie complète du disque dur sur un autre disque dur à côté, ça ne fonctionnera pas. Donc, il va y avoir des fichiers qui vont manquer. Donc, si je prends le disque dur de mon ordinateur actuellement, je le copie intégralement sur un autre disque dur et que là, je veux l'insérer d'un autre ordinateur pour repartir à la même place dans je pourrais dire dans mon Windows, ça ne fonctionnera pas. C'est la distinction entre les deux. Donc, le sauvegarde, on fait juste, essentiellement, là, c'est des fichiers, exemple nos Word, je pourrais dire nos fichiers, même si tu as un rapport d'impôt, tout ça, des PDF, ça fonctionne. Le clone, ça va être pour faire une copie intégrale, parfaite de notre disque dur sur un autre disque dur. Donc, ce qui veut dire que je vais prendre un disque dur. Là, actuellement, là, on le voit quand on a peut-être des disques durs qui sont mécaniques, les anciens disques durs, et qu'on veut transférer sur, exemple, un SSD qui va être plus rapide. Ça, on ne fera pas une sauvegarde. Donc, ça, puis pourquoi que le clone, c'est que le clone va se faire aussi pendant que le disque dur, je vais dire, actuellement, il n'y a pas de Windows qui va fonctionner. Et la raison, c'est que là, actuellement, mon disque dur sur mon ordinateur, il est en mouvement. Je suis en train de runner mon Windows et tous mes fichiers sont en train de bouger. Je suis en train d'ouvrir des documents. Donc, mon disque dur, actuellement, il est continuellement en train de changer. Donc, on ne sera pas capable de faire une copie parfaite de quelque chose qui est en train de bouger. C'est un petit peu comme dire, je prends une photographie de quelque chose qui est en mouvement. Ça va faire quelque chose de flou, ça fera quelque chose de mauvais. Donc, pour faire un clone, donc on prend un ordinateur tierce. Donc, je prépare mon ordinateur. Je vais insérer un disque dur à l'intérieur que je veux cloner. Mais ce disque dur-là, c'est pas lui que je run actuellement mon Windows. Actuellement, il est débranché. Je fais juste le brancher pour avoir accès. Et je vais brancher de l'autre côté un disque dur que je veux m'en aller. Donc, je pars du disque dur. J'ai lui de ma machine que je travaille actuellement. Mais là, je vais mettre le disque dur que je veux cloner à l'intérieur et vers où que je veux le mettre. Mais les deux, vu qu'il n'y a pas de Windows qui est en train de tourner là-dessus, c'est comme ça qu'on va être capable de cloner un disque dur parce qu'il n'est pas en mouvement, il est en arrêt, il n'est pas en train de travailler.
Et pour faire ça, mais là, on demandait la question, c'est qu'est-ce que des logiciels, donc on pourrait avoir Acronis True Image qui va faire ça. Donc, il va faire des backups. Clonezilla, ils vont en avoir. Je peux dire, on va avoir combien de backups. Il y en a plusieurs qui vont le faire. Une petite recherche sur Internet qui va nous permettre de le trouver. Question numéro 3. Monsieur Tanguy, il reste chez ses parents et il voudrait installer Microsoft Office 2016 chez ses parents sur son ordinateur. Étant donné qu'il reste sur le même toit, est-il légal de l'installer et pourquoi? En fait, là, dans l'industrie, vous allez voir qu'il y a des versions comme là, dans celle-là, la licence Office 2016 ou que ce soit 2022, c'est essentiellement le même principe. On va avoir d'un côté la licence lourde qu'on va acheter, exemple, l'Office 2022. Et de l'autre côté, vous allez avoir Office 365. Il y a des gens, des fois, qui vont me demander lequel qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux Office 365 ou la licence lourde? En fait, c'est deux types d'abonnement, pas d'abonnement, mais deux types d'achats qui sont complètement différents. Si je prends la première, comme dans le fichier, en fait, je vais acheter la licence Office 2022. Donc, je vais acheter, puis selon les packages, je vais avoir plus de logiciels ou moins de logiciels. Et je l'achète une fois. Donc, tout dépendamment, là, qu'est-ce qu'on. Peut-être 200-300$. Je l'achète une fois et après, elle est à moi pour la vie, pour un ordinateur. À moins que le package stipule qu'il est pour plusieurs ordinateurs. Mais généralement, si on prend un package, il va être pour un ordinateur. Et celui-là, je peux juste l'installer sur un ordinateur à la fois. Donc, je l'installe sur mon ordinateur et je ne peux pas l'installer sur tous mes ordinateurs. Là, donc, elle m'appartient. Donc, c'est fait pour un ordinateur. Et je n'ai pas d'autres choses à payer. Donc, ça m'a coûté 200-300$. Je l'ai payé. C'est fini. De l'autre côté, Office 365 est un modèle complètement différent. Ça va être un modèle qui va être, je vais appeler ça un petit peu plus comme une location. Donc, vous allez payer tout dépendamment de l'abonnement que vous cherchez, entreprise ou pas, peu importe. Là, il y a plusieurs, c'est vraiment large comme licence. On parlait d'un 10, 15, 20$ par mois. Donc, tant aussi longtemps que vous payez, vous avez accès. Donc, actuellement, toutes les licences que vous avez est une licence, justement, 365. Donc, vous payez, pas vous, mais l'école paye tant par mois et par la suite, ça vous donne accès à l'ensemble de vos données. Ça vous permet de l'installer sur 5 ordinateurs en même temps, 5 cellulaires et 5 tablettes. Parce que Office 365 vient aussi avec OneDrive. Donc, OneDrive qui est un disque dur virtuel de 1 TB. Et il vient avec Teams. Donc, Teams qui était le logiciel que vous utilisez actuellement là, pour déposer vos documents. Et ça permet d'être capable de l'avoir un peu partout. Donc, vous voyez deux modèles d'affaires qui est différent. Et le Office 365 va toujours vous fournir la dernière mise à jour. Donc, vous avez toujours le dernier cri des mises à jour. S'il sort une nouvelle version de Teams, vous allez l'avoir. Une nouvelle version de Word, vous allez l'avoir. Dans le premier cas où on avait payé, là, on a accès aux mises à jour de sécurité, mais si on a acheté, comme dans l'exemple Office 2016, on reste avec Office 2016 avec les mises à jour de sécurité, mais on n'aura pas accès éventuellement à monter. Donc, c'est un peu le principe entre les deux, comment ça fonctionne. Fait que ça répondait. Numéro 4. Donc, M. Duchesne souhaite compresser ses photos sur une clé USB et voudrait pouvoir ouvrir son dossier compressé dans n'importe quel ordinateur utilisant Windows 10. Quel logiciel recommanderiez-vous? En fait, il y en a plusieurs. Des logiciels de compression. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que si j'avais dans le cas que aujourd'hui, on voit ça, des logiciels de compression, quand on veut soit rassembler plusieurs fichiers dans un. Donc, exemple que je voudrais, moi je fais ça, exemple que je voudrais rassembler toutes mettons, j'ai 50 Word que je veux fournir à un autre enseignant et je veux y envoyer par courriel. C'est pas nécessairement la question d'espace. Donc, oui, ça peut prendre plus d'espace, mais c'est juste que
des fois, ça devient difficile de faire suivre les 50. Donc, je peux juste le compresser. Ça va me donner un fichier, un point zip, un point rare, là, tout dépendant de l'outil qu'on va utiliser, qui va le compresser dans un seul outil et qui va nous permettre après de l'envoyer tout simplement. Mais ça va permettre aussi de compresser les données en fonction du type de fichier. Donc, on peut des fois de diminuer de moitié, de trois quarts vraiment le volume. Ça dépend vraiment encore là du type de fichier qui va être utilisé. Donc, si j'avais encore là mes 50 fichiers qui prenaient 1 MB chacun, ça me prenait 50 MB, mais je pourrais peut-être réussir à les compresser. Donc, avec l'utilisation du processeur de votre ordinateur, de le compresser peut-être avec 10-15 MB. Donc, beaucoup plus petit et par la suite, je le fournis. Ça pourrait aussi permettre, là, on voit moins ça aujourd'hui, mais des fois, on pourrait avoir, exemple, si vous avez beaucoup de données à sortir, là, mettons, avec des clés, vous avez toutes des clés de 8 GB. Donc, on pourrait prendre tous les fichiers qu'on voudrait sortir. Si j'en ai, exemple, pour 50 GB, et je vais le compresser, mais je vais lui dire, split-moi là en 7 fichiers de maximum 7 GB chacun. Donc, il va me faire 7 fichiers de 7 GB, puis je vais être capable de sortir mes 50 GB de données, mais en le splittant par clé USB. On voyait ça beaucoup dans le temps des CD ou des DVD, là, où que l'accès à soit des clouds ou l'accès à des clés USB de très grand volume était moins répandu. Donc, les logiciels qu'on pourrait prendre, le plus utilisé là, aujourd'hui est beaucoup WinZip. La raison, WinZip est intégré dans Windows 10 11. Donc, c'est facile, pas besoin de télécharger rien. Mais il y en a plusieurs, hein? WinRAR, 7-Zip. Donc, vous, dans le cours, là, probablement que vous allez prendre 7-Zip dans d'autres cas. Donc, c'est des logiciels qu'on peut utiliser. Monsieur Saou a un seul disque dur dans son ordinateur. Il voudrait cependant avoir accès à voir ses données sur une partie dissociée de son disque dur de Windows. Il a peur que les virus et se sentirait plus en sécurité si vous étiez en atelier. Quelle serait la première étape en recevant la machine du client avant de procéder aux modifications? J'étais à la question numéro 5. En fait, une des bonnes stratégies quand on est en atelier, quand on est en magasin et qu'on reçoit un ordinateur et que là, je vous dis que on va le toucher aux données système. Là, parce que là, il veut vraiment qu'on split son disque dur en deux. Une des bonnes stratégies. Là, on s'entend. Pour ce cas-là, probablement que je ne le ferai pas parce que c'est quand même assez simple. Là. Mais une des bonnes stratégies, c'est que, et c'est même un de mes collègues qui faisait toujours ça en atelier, il va cloner toujours le disque dur. Donc, à cette heure, avec la vitesse des disques durs, ça se fait quand même très rapidement. Donc, on prend le disque dur, on le clone sur un autre disque dur. Cloner, comme je vous disais tantôt, c'est une copie intégrale parfaite de l'autre disque dur. J'ai ma copie que je mets de côté sans. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, je vais faire tout le travail. Et là, pourquoi le clone? C'est juste que si advenant le cas, il arrive quelque chose, j'ai manqué mon coup, j'ai fait la mauvaise procédure, bref, ça s'est mal passé. Ça pourrait être pendant que vous êtes en train de le faire qu'il y a une panne de courant. Donc, ça permet juste qu'on va être capable de copier intégralement le disque dur le premier là-dessus. Donc, je ferai un clone tout simplement pour m'assurer que si ça tourne mal, on va avoir toujours l'intégralité. Question numéro 6. Une entreprise de votre région a un disque dur qui n'est plus détecté dans l'ordinateur. Vous le voyez dans le gestionnaire des disques, mais il n'apparaît pas dans l'explorateur de Windows. Que feriez-vous pour vous assurer que qu'un travail majeur de récupération est nécessaire ou c'est-tu vraiment quelque chose qui est, écoute, y a-tu tout perdu? En fait, non. Là, il y a plusieurs, ça pourrait être plusieurs choses, hein, mais chose certaine, il y a quelque chose qu'on voit quand même assez fréquemment dans les ordinateurs qui vont avoir plusieurs disques durs. Fréquemment, là, en fait, en atelier, c'est quelque chose que vous pourriez voir quand même souvent. Ça, on voit ça souvent, justement, comme je vous dis, quand plusieurs disques durs. Fait que le premier disque dur de Windows, ben, lui, il le reconnaît toujours. Mais pour des raisons X, peut-être suite à une mise à jour ou peu importe, le deuxième disque dur, on ne le voit plus dans l'explorateur de Windows. Donc, on ne le voit plus apparaître. Là. Ça ne veut pas dire qu'il a tout perdu.
Donc, assez simple. Donc, on va dans le gestionnaire des disques, là. Donc, en bas, dans la barre de recherche, vous faites juste taper gestionnaire des disques. Je ne sais pas si je serais capable de le faire en même temps pour vous le montrer, là. Bon, il apparaît pas. Mais bref, c'est une petite interface que vous allez voir un petit peu plus tard. Et en fait, souvent, c'est juste qui a été comme désactivé. Donc, on fait rien qu'un clic droit sur le disque dur et on fait juste le activer. Souvent, c'est qu'il a perdu sa lettre du lecteur. Donc, vous avez toujours votre Windows initial qui est un C, mais la deuxième disque dur qu'on mettrait d'un ordinateur va être un D, un E, un F et ainsi de suite. Donc, souvent, il est désactivé. On fait juste réattribuer une, une lettre tout simplement. Et c'est quelque chose qui prend quelques minutes et on est capable d'en repartir. Qu'est-ce qu'il y en a? Sachez que ça pourrait être des problèmes de RAID, là. Donc de l'agrégation de plusieurs disques durs, soit pour faire de la sécurité ou pour faire aller de la vitesse, les deux. Mais ça, on va le voir plus tard dans d'autres types, dans les cours plutôt de Windows, là. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un survol de qu'est-ce qu'il y en est. Question numéro 7. Une entreprise de votre région trouve que son serveur de fichiers est de plus en plus lent. Il est installé depuis 5 ans et aucune maintenance n'a été faite sur le serveur, mis à part les mises à jour. Que feriez-vous pour améliorer la performance du serveur? Il aimerait également pouvoir savoir si l'état de ses disques est bon pour pouvoir recevoir une alarme. Ben, en fait, des logiciels pour tester, je pourrais dire, comment un disque dur va, est-ce qu'il est en fin de vie. On pourrait prendre HDToon. Donc, HDToon, qui est c'est un logiciel qui va aller vraiment vérifier tout l'ensemble des secteurs d'un disque dur. Donc, pour savoir est-ce qu'il y a des secteurs qui sont défectueux ou pas. Donc, ça va nous donner une idée du moins, est-ce qu'un disque dur est en fin de vie ou pas. Sachez que sans rentrer dans le détail, là, on a actuellement là, des disques durs. On va avoir des disques durs mécaniques, là, les disques durs où il y a une inertie à l'intérieur, ou que c'est des disques qui vont tourner, qui sont les plus lents sur le marché actuellement, mais qui vont permettre d'avoir la plus grosse capacité de disque dur. On va avoir les SSD dans le milieu et les M2. Mais essentiellement, souvent quand on va voir des ordinateurs qui ont qui va avoir des serveurs de fichiers, souvent c'est parce qu'ils vont avoir besoin de beaucoup d'espace pour les avoir. Donc, qui est le premier type de disque dur, qui va être des tourne-disques, que ça tourne pour que ça coûte moins cher. Et ces disques durs-là, ben, en fait, sont moins rapides, mais une fois de temps en temps, on appelle ça les défragmenter. Encore là, vous allez voir ça dans les cours de Windows, qu'est-ce que c'est. Et en fait, c'est juste qu'il est écrit à plusieurs endroits sur le disque dur et comme une bibliothèque, mais à m'amener à force d'avoir des livres rentrés dans la bibliothèque sans aucune ordre précise. Donc, je mets des disques durs, mets des bibliothèques, non, des livres dans ma bibliothèque un peu partout. Ben, avec le temps, quand j'ai juste trois livres, ben, même s'ils ne sont pas mis en ordre alphabétique, je réussis à les trouver pareil. J'en ai juste trois, puis je vais retrouver. Mais quand il est rendu avec 1000, 2000 livres dans ma bibliothèque, à m'amener, ça commence à être pas mal difficile de me retrouver dans ma bibliothèque parce que là, il n'y a aucune ordre. La défragmentation d'un disque, c'est ça que ça va permettre. En fait, selon une ordre logique, lui, il va prendre toute sa bibliothèque, donc tout son disque dur, et il va être capable de le remettre en une bibliothèque en ordre. Donc, ce qui veut dire ben, tous les livres qui commencent par A, B, C, D. Donc, il va être capable de s'organiser et quand on va faire une demande dans notre serveur de fichiers, ben, quand il va aller chercher le livre qui s'appelle bébé, ben, il sait rapidement, il va aller dans B, il nous le sort. Donc, ça va redonner énormément de rapidité pour vraiment dans le serveur de fichiers. Faites attention, sachez que c'est long. Plus nos disques durs sont longs, sont gros, plus ça va prendre du temps. Et quand je vous dis du temps, là, tout dépendamment de la grosseur des serveurs, du serveur de fichiers, on peut parler de 24, 48, 72 heures facilement.
Et ça ralentit. Là, on fait ça pour améliorer à long terme, mais à court terme, quand vous le partez, ben, c'est sûr que là, il faut que tout qui remette en ordre. Donc, le disque dur va travailler de façon intense pendant longtemps. Donc, ça serait quelque chose qu'on ne fait pas durant les heures d'ouverture d'une entreprise. Généralement, on va partir ça de fin de semaine là, pour s'assurer que ça ne nuise pas à nos opérations. Question numéro 8. Un comptable a un ordinateur portable dans lequel il y a des données confidentielles. Il aimerait que qu'en cas de vol, son ordinateur ne soit plus visible par quelqu'un qui voudrait le brancher sur un autre ordinateur. Quelle fonction du système permet de protéger les données? Une partie bref, en fait, sachez là, que c'est de plus en plus répandu. Même les nouveaux ordinateurs de Windows 11 vont l'exiger comme mesure de sécurité. On appelle ça une puce TPM à l'intérieur de l'ordinateur. C'est une petite puce qui va être capable de chiffrer vraiment les disques durs avec une encryption. Donc, sinon, ben, il y a aussi là, une option dans les Windows qui s'appelle BitLocker, donc qui encrypte les données. Donc, essentiellement, c'est vous dire que si on prend le disque dur et on le met d'un autre, ben, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il y en a des données et ils deviennent un peu illisibles. Fait que, essentiellement, c'est des situations qu'on pourrait avoir. Situation 9 et 10 avant de terminer. On va faire ça rapidement. Je vais sauter à la question 10. Là, nous allons délaisser le comptable maintenant. Votre ordinateur disposant d'un disque dur Western Digital Blue 5400 tours minute de 1 TB. L'ordinateur est très lent et vous vous demandiez si son disque dur est bon ou défectueux. Quel logiciel prendriez-vous pour effectuer ce test et quels paramètres vérifier ou benchmark? Est-ce que ces spécifications de disque pourraient être un problème? Si oui, pourquoi? Là, on voit dans le fond que c'est un disque dur mécanique. 5400 tours. 5400 tours, ce qui veut dire qu'il est quand même les disques durs les moins rapides. Donc, dans les disques durs mécaniques, on va avoir du 5400 tours, 7200 tours, qui est pas mal le standard, j'ai envie de vous dire, dans les disques durs. Et on va avoir aussi du plus rapide, là, 10 000 tours qui va tourner plus vite. Donc, s'il tourne plus vite, plus énergivore, par exemple, sur le courant, mais qui va nous permettre d'avoir des transferts de données plus rapides. Sachez là, si je vous donne juste une idée, je pourrais dire de comment pourraient être les trois types de disques durs que je vous ai parlé tantôt. Tout dépendamment des disques durs mécaniques que vous allez trouver, mais on est capable d'atteindre des vitesses de 50, 100 ou 200. Écoute, j'ai pas de SATA, là, mais de certains types, jusqu'à 200 MB/s maximum. Donc, 200 MO. Lorsqu'on va tomber avec un SSD conventionnel branché avec en SATA, on va parler aux alentours de 500-550 MB/s MO. Donc, on voit déjà une différence là, de l'ordinateur qui est régulier. On va parler de 2, 3, voire 10 fois, tout dépendamment avec lequel qu'on le compare. Donc, on va être beaucoup plus rapide là-dessus. Mais on parlait de 50 à 200 jusqu'à 500 MB. Et vous allez avoir les M2. Donc, les M2 qui sont beaucoup, là on vient de tomber à une heure qui est complètement beaucoup plus rapide. On parle des générations, là, tout dépendamment des générations des M2, on va parler de 2000 MB/s, 3500 MB/s. Puis là, on voit vraiment, là, il est arrivé du 7000 MB/s sur les marchés. Donc, 7 GB à la seconde. Là, on parle, c'est des 50 fois plus rapide que les disques durs. Mais au-delà, un coup qu'on a trouvé l'information, qu'on l'a transférée, pourquoi que ces disques durs-là, les SSD et les M2 sont beaucoup plus rapides, c'est qu'il n'y a plus de mécanique à l'intérieur. Dites-vous juste que le mécanique, quand il tourne, c'est un tourne-disque vraiment avec une aiguille, là, pas comme le tourne-disque de vos parents, mais un peu le même type. Donc, l'aiguille, sur le disque, il faut qu'elle se promène et qu'elle aille chercher l'information. Et quand on arrive, puis si on y trouve de l'information qui est d'une traite, bien, l'aiguille va se positionner sur le disque, puis elle va l'aller, puis elle va nous la transférer à 50 ou 200 MB. Mais il y a un délai aussi, toujours pour être capable de la chercher, parce que l'aiguille, il faut qu'elle se déplace.
Et même si ça se déplace très très rapidement, ben, il fait en sorte qu'on perd vraiment de la vitesse, vraiment, c'est mécanique, il ne faut pas que ça bouge. Donc, versus que le SSD ou le M2, que lui, c'est comme une clé USB finalement, là. Donc, il n'y a pas aucune pièce mécanique qui cherche. Donc, on va être capable de rapidement il va trouver l'information sans aucun délai. Fait que, bref, si on dit qu'il tourne à 500, 5000, ça je n'ai parlé. On est loin aussi, là, je pourrais dire, s'il pourrait avoir du mécanique, il pourrait avoir des mécaniques un peu plus rapides. Euh, mais une des solutions, là, s'il voudrait augmenter, là, ben, il pourrait faire un test, s'assurer que tout est dans les bonnes, qu'il n'y a pas de secteur défaillant. Mais sinon, advenant le cas que c'est encore lent, mais moi, ce que je recommanderais, c'est vu que c'est un SSD excusez, c'est un disque dur de 1 TB. Actuellement, là, des SSD de 1 TB, c'est vraiment pas cher. Donc, faire un clone intégral sur un SSD et on va vraiment avoir quelque chose qui est marquant en termes de vitesse. Donc, ça fait le tour de l'exercice, là, un petit 30 minutes de retour, mais c'est ça. Donc, on se reprend pour le prochain exercice.